Bonjour, je m'appelle Pierre Leclerc et je suis le président de la Société généalogique de Lyon. Je fréquente assidûment les dépôts d'archives publiques depuis plusieurs décennies, comme le montre cette photo d'introduction prise en 1988 dans la salle de lecture des archives départementales de Lyon. Jusqu'en 2008, les chercheurs devaient s'appuyer sur des documents physiques que l'on consultait exclusivement dans les salles de lecture des dépôts d'archives publiques. En 2009, les chercheurs ont accueilli avec enthousiasme la mise en ligne par les dépôts d'archives des documents les plus consultés. Depuis lors, la part du numérique n'a cessé de croître dans les recherches généalogiques. Voici l'exemple des archives départementales de Lyon. Ont été mises en ligne depuis 2009 les registres paroissiaux et pastoraux, les registres d'état civil, les registres indicateurs et tables des hypothèques, les plans du cadastre napoléonien, les registres de recensement de population, les tables de successions et absences, les atlas du plan d'alignement, les registres matricules du recrutement militaire et les cartes postales du département de Lyon. Tous ces documents ne représentent que 2% des documents conservés aux archives départementales de Lyon à Auxerre. Cette mise en ligne a considérablement augmenté les consultations. Voici les statistiques concernant les archives départementales de Lyon, où l'on compare les chiffres de 2024 à ceux de 2019. On constate qu'il y a une baisse du nombre de lecteurs en salle de lecture, passant de 528 personnes différentes à 478. En revanche, il y a une augmentation du nombre de documents consultés en salle de lecture, passant de 5 246 documents physiques à 8 054. Dans le même temps, le nombre de visiteurs consultant le site des archives départementales de Lyon a augmenté, passant de 103 375 personnes différentes à 121 963. On constate enfin une augmentation du nombre de connexions au site, mais une forte diminution du nombre de vues consultées. Bref, en 2019, on comptait un seul lecteur pour 196 visiteurs et en 2024, un seul lecteur pour 255 visiteurs. Ces chiffres montrent que le numérique attire beaucoup plus de chercheurs que la salle de lecture et que le nombre de visiteurs augmente avec le temps. La baisse du nombre de vues consultées s'explique par le fait que les permaliens sont de plus en plus utilisés pour accéder aux bonnes pages. Les associations de généalogie et les particuliers ont aussitôt compris l'intérêt des permaliens que les archivistes leur présentaient comme étant pérennes et immuables, ceci sur l'indication de leurs prestataires du secteur privé. Les permaliens servent en effet les particuliers dans trois cas de figure. Tout d'abord, la constitution d'une base de données personnelle où chaque donnée est référencée par un permalien, mais aussi la communication ponctuelle et éphémère de données lors d'échanges épistolaires entre correspondants, mais surtout la communication intemporelle et intergénérationnelle de données dans des travaux personnels publiés. Les permaliens prouvent la véracité des informations qui sont fournies aux chercheurs, tant du présent que du futur. Voici un exemple concret d'utilisation des permaliens par trois généalogistes dans un article écrit en commun intitulé Anne Leroy et son ascendance dans Lyon. Les auteurs en sont Alain Noël, Gilles Brassard et moi-même. Cet article a été publié en 2021 au Canada dans la revue L'Ancêtre, puis en France dans la revue Nos Ancêtres et nous. Cet article retrace l'ascendance sur 4 générations d'une ressortissante de Lyon nommée Anne Leroy, née en 1654 en la ville de Sens, dans Lyon, et décédée au Canada en 1719. L'arbre généalogique d'Anne Leroy repose sur deux types de documents. Tout d'abord sur des actes de baptême, de mariage et de sépulture que l'on trouve en ligne sur le site des archives départementales de Lyon, puis sur divers contrats notariés que l'on ne peut consulter que dans la salle de lecture des archives de Lyon à Auxerre. Dans cet article, tous les actes paroissiaux ont été référencés par des permaliens. Voici par exemple le début de l'article en question, avec son titre en rouge, puis son introduction, où l'on situe Anne Leroy au sein des 5 femmes originaires de Sens qui ont émigré au Canada au XVIIe siècle. Cette introduction se termine par la transcription de l'acte de baptême d'Anne Leroy, à savoir Anne, fille de Pierre Leroy et d'Anne Fleury, ses père et mère, a été ce jour baptisée par moi, prêtre sous-signé. Elle a eu pour parrain Michel Moureau et pour marraine Anne Pourille, fait le 10e jour de mars Odian, 1654. Dans la note 1 de bas de page, nous avons donné les références de l'acte de baptême en question, à savoir Archives municipales de Sens, 4 388 E31. Cet acte de baptême est en ligne sur le site des archives de Lyon et nous avons publié le permalien qui correspond à l'acte de baptême. Dans la version numérique de l'article, on peut cliquer sur le permalien et accéder directement à l'acte de baptême d'Anne Leroy. Dans la version imprimée de l'article, il est facile de recopier l'intitulé du permalien dans le moteur de recherche d'un ordinateur. Et voici, en activant le permalien, la page 81 du registre paroissial de Sens où figure l'acte de baptême d'Anne Leroy. Il ne reste plus qu'à grossir l'image pour trouver l'acte de baptême où l'on peut vérifier en détail les informations publiées dans l'article.
Les permaliens intéressent également les associations. Les cercles de généalogie les utilisent de la même manière que les particuliers dans trois cas de figure. Tout d'abord, la constitution d'une base de données associative où chaque donnée est référencée par un permalien, puis la communication ponctuelle et éphémère de données lors d'échanges épistolaires avec des particuliers, mais surtout la communication intemporelle et intergénérationnelle de données dans des travaux associatifs publiés. Les permaliens, comme pour les particuliers, prouvent la véracité des informations qui sont fournies aux chercheurs, tant du présent que du futur. On peut donner l'exemple de la Société généalogique de Lyon. Cette association a été fondée le 17 juillet 1981 à Joigny. Elle publie des permaliens dans ses revues et dans ses tables. Tout d'abord dans son bulletin de liaison iconé Génia 89, mais aussi dans sa revue bourguignonne Nos ancêtres et nous, et surtout dans ses tables de mariage célébrées dans Lyon. En 2019, elle avait relevé 609 089 mariages et contrats de mariage et 51 525 permaliens. En 2024, ce sont 680 596 mariages et contrats de mariage qui ont été relevés, soit une augmentation de 12% par rapport à 2019. Et toujours en 2024, le nombre de permaliens relevés s'est élevé à 123 097, soit une augmentation de 139% par rapport à 2019. Voici comme exemple 19 permaliens extraits de la table des mariages de Villethierry dans l'Yonne, figurant parmi les 123 097 permaliens relevés dans tout le département. Les permaliens sont utiles non seulement aux associations et aux particuliers, mais aussi aux archivistes. Ils leur servent dans deux cas bien précis. Tout d'abord, l'indexation collaborative des archives publiques mises en ligne depuis 2009. Par ailleurs, ils permettent aux archivistes de participer au réseau international d'interopérabilité des images numériques produites par les bibliothèques et les dépôts d'archives du monde entier, ceci par le biais des URL du manifeste 3IF. Ces URL ont été inventés en 2011 aux États-Unis. Ce sont des outils qui intègrent les documents d'archives dans l'intelligence artificielle mondiale. Ils sont tous créés à partir des permaliens des documents. Voici par exemple la page de partage d'un document numérique que l'on trouve sur le site des archives départementales de Lyon. On y indique le permalien, mais aussi l'URL du manifeste 3IF. On peut constater que cette URL reprend la majeure partie du libellé du permalien. Chaque permalien a une structure. Chacun d'eux est composé, en effet, de plusieurs segments ayant tous une fonction propre. Avant d'aborder la question de la structure des permaliens, il convient de rappeler qu'ils ont été inventés aux États-Unis. Les permaliens destinés aux bibliothécaires et aux archivistes, à savoir les permaliens ARC, ont été créés en 2002 à la demande de la Bibliothèque numérique de Californie, qui avait été fondée en 1997 au sein de l'Université de Californie. Ils ont été élaborés par deux chercheurs en informatique, un Belge flamand nommé Herbert van de Sompel et un Néo-Zélandais nommé Robert Sanderson. Le sigle ARC veut dire Archival Resource Key, que l'on peut traduire par clé d'accès aux sources archivistiques. Les permaliens ARC destinés aux bibliothécaires et aux archivistes ont été conçus pour être à la fois pérennes et immuables, ceci de façon absolue. Chaque permalien comprend deux segments principaux. Tout d'abord un préfixe qui permet d'accéder au site électronique d'un dépôt d'archives particulier, puis un radical qui permet d'accéder sur ce même site à un document archivé particulier, ceci de deux façons, soit directement à la page recherchée, soit à la première page du document en question. Certains permaliens, moins satisfaisants que les autres, comportent un troisième segment, à savoir un suffixe qui permet d'accéder à une page particulière au sein du document consulté. Voici l'exemple d'un permalien puisé sur le site des archives départementales de Lyon. Il comporte un préfixe signalé en rouge qui permet d'accéder au site des archives départementales, un radical signalé lui aussi en rouge qui permet d'accéder à un document numérique particulier sur ce site, et enfin un suffixe, lui aussi signalé en rouge, qui permet d'accéder à la page 200 de ce document numérique. Comme autre exemple, voici un permalien puisé sur le site des archives communales d'Auxerre, avec un préfixe, un radical et un suffixe qui ouvre la page 100 du document en ligne. Chaque préfixe comprend 4 éléments différents. On peut donner l'exemple du préfixe permettant d'accéder au site des archives départementales de Lyon. Le premier élément est la clé universelle d'accès à Internet, à savoir https://. Le deuxième élément est le nom du site du dépôt d'archives recherché. Par exemple, pour les archives de Lyon, c'est archivesenligne.lyon.fr et pour les archives d'Auxerre, c'est archives.auxerre.fr.
Le troisième élément est le sigle du type de permalien, à savoir /ARK 2 points, qui indique qu'on a affaire à un permalien conçu spécialement pour les archivistes et les bibliothécaires. Et enfin, le quatrième élément est le code à 5 chiffres du site de dépôt d'archives. Par exemple, pour les archives de Lyon, c'est 56 431 entre deux barres obliques, et pour les archives d'Auxerre, c'est 74 901. Les deux segments des permaliens et les 4 éléments de leur préfixe ont été créés par 4 intervenants différents. Tout d'abord par 2 intervenants américains, à savoir en premier lieu la Netscape Communications Corporation, qui a inventé la clé d'accès à Internet, puis la Bibliothèque numérique de Californie, qui a inventé le sigle des permaliens et qui a créé le code de chaque site. Les deux autres intervenants sont français. Tout d'abord l'archiviste, qui a créé le nom du site des archives, puis le prestataire, qui a créé le radical des permaliens. On constate malheureusement qu'un même prestataire peut proposer différentes formules de radical. Par exemple, le radical proposé aux archives de Lyon est VTA plus 13 chiffres et lettres, et celui proposé aux archives d'Auxerre est 5 chiffres, 1 point et 6 chiffres. Ce manque de cohérence participe à la totale anarchie qui règne en France dans le libellé des permaliens que l'on trouve en ligne sur les sites des dépôts d'archives, tant communal que départemental. Je dois donc aborder à présent le chapitre concernant la gestion anarchique en France des permaliens créés pour les archives. Il convient d'abord de rappeler les caractéristiques idéales des permaliens pour les associations et les particuliers, car ce sont les usagers, les utilisateurs des permaliens qui importent avant tout. Un bon permalien pour les usagers doit être absolument immuable, il ne doit pas changer de libellé au fil du temps. Un bon permalien doit être le plus opaque possible, car son opacité est la garantie de son immuabilité. Un bon permalien doit être le plus court possible. Il doit pouvoir être cité en note de bas de page et on doit pouvoir épeler son libellé au téléphone. Un bon permalien, enfin, doit être transmissible tel quel d'un prestataire informatique privé à l'autre. Son libellé doit donc reposer sur une norme nationale. Malheureusement, les deux parties prenantes qui interviennent en France dans la production du libellé des permaliens n'ont pas répondu jusqu'à ce jour aux besoins réels des chercheurs en ligne, ni les archivistes du secteur public qui créent une partie du libellé du préfixe des permaliens, ni les prestataires du secteur privé qui conçoivent tout le libellé du radical des permaliens. Les archivistes départementaux et communaux ne se sont jamais concertés pour désigner leurs sites respectifs selon une norme nationale courte et cohérente. Les prestataires informatiques privés, de leur côté, ne se sont jamais concertés non plus pour unifier le libellé du radical des permaliens. Par ailleurs, aucun cahier des charges national n'a été proposé aux archivistes et aux prestataires par les Archives de France. Commençons par les préfixes dont la gestion anarchique des libellés pose problème aux chercheurs en ligne. Le 5 juin 2018, par exemple, le nom du site des archives départementales de Lyon a été modifié du jour au lendemain, passant de 33 à 24 caractères. On voit en rouge le changement du nom du site avant et après. La clé universelle d'accès à Internet a aussi été modifiée, passant de HTTP à HTTPS. Certes, ce changement de nom allait dans le bon sens, celui du raccourcissement de la longueur totale des permaliens, mais il posait deux problèmes. Tout d'abord, il était incomplet, car on aurait pu en profiter pour supprimer la mention de en ligne, qui est tout à fait inutile, car les internautes savent très bien qu'ils sont en ligne. On aurait alors pu raccourcir le nom du site à seulement 17 caractères. Toutefois, ce changement de nom avait abouti à désactiver du jour au lendemain tous les permaliens déjà relevés et communiqués à autrui par les chercheurs en ligne. La Société généalogique de Lyon a donc aussitôt protesté et a obtenu que soit installée une redirection informatique de l'ancien préfixe vers le nouveau. Malheureusement, cette redirection a fini par être supprimée en catimini et les vieux permaliens publiés sont à présent de nouveau désactivés. Ceci porte préjudice à la fiabilité des publications des chercheurs en ligne. Certains noms de sites en France sont inutilement bien trop longs. Voici quelques exemples seulement, parmi beaucoup d'autres, concernant la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Puy-de-Dôme et le Tarn-et-Garonne, où j'ai signalé en rouge les éléments tout à fait inutiles dans un permalien bien conçu. On constate également que certains noms de sites ont été modifiés depuis 2019 en rallongeant le libellé du préfixe. Reprenons l'exemple du Tarn-et-Garonne, où en 2019, le préfixe commençait par 3W et s'achevait par CG82 pour Conseil général du Tarn-et-Garonne. Le nouveau préfixe est beaucoup trop long car CG82 a été remplacé par le département 82. Il aurait été beaucoup plus court et satisfaisant de se contenter de archives.tarn-et-garonne.fr.
Pour ce qui est des radicaux des permaliens, à présent, l'anarchie est tout aussi patente. Deux prestataires, en effet, ont décidé de s'approprier les radicaux qu'ils créent en y ajoutant une marque de fabrique. Il y a les radicaux estampillés VTA, proposés par la société Boscop, anciennement Empreinte Digitale, avec pour exemple Lyon, et il y a les radicaux estampillés S005, proposés par la société 1 égale 2, avec pour exemple la Creuse. Ces deux prestataires gèrent actuellement la majeure partie des sites et dépôts d'archives départementales en France. Malheureusement, leurs permaliens ne sont pas interchangeables car ces deux prestataires ne se sont jamais concertés. Les radicaux proposés par la société Boscop, anciennement Empreinte Digitale, dont la plupart sont estampillés VTA, ont causé et posent toujours des problèmes aux associations et aux particuliers qui les utilisent. Le 19 avril 2017, par exemple, le libellé des radicaux et des suffixes de tous les permaliens des archives départementales de Lyon a été modifié, passant de 28 à 99 caractères. On voit la situation avant et la situation après. La Société généalogique de Lyon a aussitôt protesté et a obtenu que soient rétablis les anciens radicaux et suffixes. Dans d'autres départements, le nouveau libellé bien trop long a toutefois été maintenu par le même prestataire. C'est le cas dans l'Ain et dans l'Aveyron, où le suffixe permettant d'ouvrir le document numérique à la bonne page est beaucoup trop long. Les deux suffixes signalés ici en rouge ne sont en fait que de la bouillie informatique qui remplace défavorablement DAOGRP, /0, et le numéro de la page. Pour raccourcir ces deux suffixes beaucoup trop longs, je conseille de les remplacer par la séquence DAOGRP /0 en indiquant le numéro de la page, comme le montrent les deux exemples estampillés VTA concernant l'Ain et l'Aveyron. Le problème majeur posé par les permaliens estampillés VTA, c'est qu'ils sont par nature très fluctuants. Ils se terminent tous par un suffixe qui indique de façon explicite la page où figure l'acte que l'on recherche. Par exemple, voici un suffixe qui ouvre explicitement à la page 200. Si l'archiviste ajoute dans le document numérique une ou plusieurs pages qu'on avait oublié de microfilmer, tous les numéros de pages se décalent d'une ou plusieurs unités. Ces décalages interviennent plusieurs fois par an. Ceci porte un très gros préjudice aux relevés déjà publiés par les associations et les particuliers. Les permaliens estampillés S005, quant à eux, ne posent aucun problème pour ce qui est des décalages dans la numérotation des pages numériques. En effet, ils n'ont aucun suffixe qui indique explicitement les numéros de pages et l'archiviste peut donc ajouter autant de pages qu'il veut dans un document numérique incomplet. En 2019, ces permaliens étaient relativement courts, ce qui est une très bonne chose. On constate qu'ils sont restés courts dans le Lot, par exemple. Mais dans d'autres départements, on a pu constater en 2024 que les permaliens estampillés S005 sont devenus horriblement longs, ce qui va à l'encontre des intérêts des utilisateurs. Voici l'exemple de la Saône-et-Loire, où l'on compare la situation en 2019 et celle de 2024. Dans le permalien de 2024, toute la partie en rouge ci-dessus est superflue. Si on la supprime, le permalien fonctionne toujours comme en 2019. Pourquoi donc avoir ajouté cette paraphrase numérique inutile? Il convient donc de rappeler ici qu'un permalien est une séquence numérique nécessaire et suffisante permettant d'accéder à une page précise dans un document numérique. Tout ajout inutile est à proscrire. Les autres prestataires du secteur privé, minoritaires dans les départements et les communes, n'ont pas estampillé leur permalien, ce qui est une très bonne chose. Toutefois, certains de ces prestataires ont créé des permaliens qui ne permettent d'accéder en ligne qu'à une seule page isolée dans les documents numérisés. On ne peut donc pas aller à la page suivante, ce qui est gênant pour poursuivre la lecture d'un acte de mariage, par exemple. Parmi les départements impactés par ces mauvais permaliens figurent la Charente-Maritime, le Maine-et-Loire et le Tarn-et-Garonne. D'autres prestataires ont produit des permaliens non estampillés qui sont inutilement beaucoup trop longs. Voici celui, par exemple, créé pour les archives départementales de la Côte d'Or, qui comporte jusqu'à 160 caractères sans aucune valeur ajoutée par rapport aux autres permaliens beaucoup plus courts produits par ailleurs. La mauvaise gestion des permaliens en France a bien entendu des conséquences. Tout d'abord, il est manifeste que les permaliens, en France, ne sont pas permanents. Ils changent de libellé plusieurs fois par an si le prestataire ajoute un suffixe qui indique le numéro de page. Ils sont tous désactivés si l'on change de prestataire. Ils sont tous désactivés si l'on change de nom de site. Et les redirections informatiques sont toutes éphémères. Les permaliens français ne sont pas de vrais permaliens. Au mieux, ce ne sont que des proviliens, c'est-à-dire provisoires. Au pire, ce sont des perniliens, c'est-à-dire pernicieux, que l'on sait provisoires, mais que l'on prétend permanents. En France, malheureusement, les permaliens ne sont que des objets concurrentiels dans la lutte commerciale que se livrent les prestataires du secteur privé. Chaque prestataire produit ses propres permaliens non transmissibles à la concurrence.
Cette privatisation des permaliens a des conséquences néfastes. En effet, les utilisateurs se méfient à présent de cet outil très mal conçu. Plusieurs associations ont renoncé, par exemple, à relever de manière systématique les permaliens de leur département. Plusieurs associations ont aussi renoncé à participer aux indexations collaboratives proposées par les archivistes et les internautes hésitent également à y participer. Le secteur privé profite de l'impéritie du secteur public. Les internautes, en effet, trouvent bien plus utile de participer aux indexations collaboratives proposées par les entreprises commerciales de généalogie qui sont bien plus à l'écoute des usagers. Pour répondre aux besoins des usagers, voici quelques solutions que j'avais déjà proposées en 2020 à La Courneuve sans aucun effet à ce jour. Je rappelle donc qu'il est nécessaire de créer une norme nationale des permaliens qui sont destinés aussi des dépôts d'archives départementales et communales. Cette norme ne peut émaner que des archives de France. C'est en effet la seule instance nationale qui peut réunir tous les producteurs et utilisateurs français des permaliens. Cette norme doit répondre aux besoins des utilisateurs. Les permaliens doivent donc être très courts, ils doivent être véritablement permanents, ils doivent être absolument transmissibles. Cette norme nationale, établie en convention citoyenne avec les utilisateurs, doit porter sur toute l'étendue des permaliens, c'est-à-dire sur le préfixe et le radical, avec ou sans suffixe. La question des préfixes est la plus simple à régler. Il suffit de proposer un modèle unique pour désigner tous les sites des dépôts d'archives départementales et communales. Pour raccourcir au maximum et unifier tous les noms des sites départementaux et communaux, il faudrait s'inspirer des identifiants de l'inventaire d'archives qui ont été créés par les Archives de France. Voici par exemple l'identifiant national des archives de Lyon, à savoir FRAD 089, et l'identifiant national des archives d'Auxerre, à savoir FRAC 89024. On pourrait donc s'inspirer de ces identifiants très courts et nationaux pour désigner tous les sites départementaux et communaux. Par exemple, pour les archives de Lyon, le nom définitif serait ad089.fr et pour les archives d'Auxerre, ce serait ac89024.fr, comme indiqué en rouge dans les deux préfixes des permaliens correspondants. Bien entendu, une redirection informatique permanente devrait alors être installée par les prestataires du secteur privé, ceci de l'ancien nom territorial beaucoup trop long, vers le nouveau nom national qui serait court et unifié. Pour ce qui est des radicaux et des suffixes des permaliens, la question est plus complexe, mais elle n'est pas insurmontable. Il faudrait fonder un centre national de création des radicaux et des suffixes, et cette mission ne peut échoir qu'aux Archives de France. Cette mission doit s'inspirer de la Bibliothèque nationale de France, qui a élaboré un outil informatique national qui produit et conserve des identifiants pérennes pour diverses applications. Tous les prestataires locaux qui gèrent actuellement les sites des dépôts d'archives départementales et communales devraient alors s'adapter à la norme nationale définitive qui doit être à la fois courte, permanente et transmissible d'un prestataire à l'autre. Ces mêmes prestataires devraient aussi élaborer des redirections informatiques permanentes de tous leurs identifiants privés actuels vers les identifiants nationaux définitifs élaborés par les Archives de France. Cette norme devrait faire l'objet d'une concertation citoyenne. Celle-ci devrait être organisée par les Archives de France et devrait recourir à l'expertise informatique de la Bibliothèque nationale, alias BNF. Cette concertation devrait réunir tous les acteurs concernés, c'est-à-dire tout d'abord les producteurs, à savoir les archivistes et les prestataires, mais aussi les utilisateurs, c'est-à-dire les associations et les chercheurs, et enfin les éditeurs de logiciels de généalogie. L'objectif est clair, la norme nationale doit satisfaire les besoins réels des utilisateurs. Elle doit leur permettre, en effet, de transmettre les sources de leurs travaux aux générations futures sans aucune déperdition. Je vous remercie toutes et tous infiniment pour votre attention.